arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, aujourd'hui, on continue de remonter un peu le fleuve tarkovskien. Je rappelle que depuis 2 ans et demi, sur cette chaîne ont été diffusées certaines émissions autour de l'œuvre de Tarkovsky. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une collection, une maison d'édition qui s'appelle 202 Éditions. D'ailleurs, je salue le fondateur, Maurice Darmon. Et plusieurs livres ont été écrits autour de la filmographie de Tarkovsky. Je vais les citer. Il y a 5 vues sur le sacrifice qui a été écrit par Maurice Darmon. Et vous retrouvez bien évidemment l'émission sur cette chaîne. Il y a Nostalgia, Tarkovsky, Guerra, Tonino Guerra, Nostalgia, toujours par Maurice Darmon. Voilà, je le montre. Et puis aussi sur le film Miroir, 1964-1975. Nous avions aussi fait une émission. Il y avait même une émission avec Jacques Aumont qui était venu nous parler de Solaris, Voyage au bout de soi-même. Voilà, tout est là, les émissions sont là et c'est pas fini parce qu'on continue. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de Andrei Roublev, sous-titre 1964-1971. Je le montre, toujours édité chez 202 Éditions. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo toutes les informations pour vous procurer et ce livre, mais aussi les livres que j'ai évoqués il y a quelques secondes. Et l'auteur de cette étude, de cet essai, eh bien, c'est Vincent Amiel, que vous connaissez très bien, pas parce qu'il vient souvent sur la chaîne, mais pour plein de raisons. En tout cas, je suis très content constamment de renouer le dialogue avec lui. Comment allez-vous? Eh ben, ça va très bien, merci. Merci Samir. Je suis ravi d'être sur votre chaîne sur laquelle il y a tellement de choses La et diversité. extrêmement diverses. Exactement, la diversité. Première question très très banale, hein, mais moi j'aimerais bien savoir un peu comment vous avez croisé et Roublev et Tarkovsky. C'était quand ça? Je pense que c'était à l'époque du Miroir, au milieu des années 70, quand le Miroir sort en France, dans des circonstances évidemment toujours difficiles, comme toutes les distributions de films de Tarkovsky de son vivant. Et puis ensuite Stalker, qui passait au Cosmos, rue de Rennes, voilà, et que Tarkovsky, c'était à la fois un cinéma qui nous surprenait, nous jeunes cinéphiles ou de l'époque, qui nous surprenait, qui était difficile hein, parfois, et qui en même temps a été porté à l'époque, à la fin des années 70, par une espèce de mode quand même, de vogue hein, autour de la résistance au système communiste, autour de Solzhenitsyn, etc. Enfin, c'était sujet à polémique, hein, sujet à de grandes discussions, à une époque où les discussions intellectuelles traversaient le champ cinéphilique. Et pour vous, ça a été très vite une évidence, le rapport avec Tarkovsky et en l'occurrence avec ce film-là, où il vous a fallu un certain temps? Alors non, alors Roublev, je l'ai découvert longtemps après, en fait, hein. C'est-à-dire comme souvent, hein, on découvre les films qui sortent. Enfin, moi, en tout cas, jeune étudiant à l'époque. Donc Roublev, je l'ai découvert longtemps après. Pour moi, pendant longtemps, le film phare de Tarkovsky, ça a été Le Miroir, hein, qui est une espèce de film somme, effectivement, en termes de montage, en termes de thématique. Donc, j'allais dire, c'est après m'être habitué, si on s'habitue, mais à m'être familiarisé, disons, voilà, après m'être familiarisé avec l'œuvre de Tarkovsky que j'ai découvert Andrei Roublev, et que j'ai très vite considéré que c'était vraiment un de ses chefs-d'œuvre. C'est difficile, et il a fait 7 films. On peut dire qu'il y en a beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment l'un des sommets de l'œuvre.
Avant qu'on commence à discuter, de l'intériorité de votre livre, bien évidemment, une dernière question, mais peut-être que je me trompe, bon, cela fait maintenant 5 ans que que j'ai cette chaîne, donc je suis un peu ce qui se passe sur l'univers YouTube, ciné et donc de cette nouvelle cinéphilie, c'est-à-dire une nouvelle génération qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la vôtre aussi. Mais je remarque que Tarkovsky est l'un des rares cinéastes qui continue encore à susciter un certain intérêt, voire une certaine adhésion dans la cinéphilie, toute génération confondue. Il y a toujours quelque chose par rapport à Tarkovsky qui est assez tenace. Nous avons fait une émission récemment sur Mankiewicz avec N.T. Bein et José Moore et on était d'accord, enfin vous étiez d'accord pour dire que Mankiewicz, ça reste quand même un peu compliqué maintenant. Mais j'ai l'impression que Tarkovsky, qui est, je vais le dire de manière un peu basique et je m'en excuse pour aller très vite, qui est beaucoup plus complexe que Mankiewicz, mais encore que Mankiewicz est aussi complexe, mais vous voyez très bien où je veux en venir au niveau de la forme, Oui, oui, certainement. bien sûr. Voilà, et j'ai l'impression que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Tarkovsky Mais oui, reste. et on peut dire que Hollywood en général, le Hollywood classique, est sorti des courants, comme des courants d'intérêt, on va dire, hein, de la cinéphilie contemporaine, alors que Tarkovsky est c'est vrai, un des repères sans doute. Hein. Je ne sais plus quelle expression employait le critique des Cahiers du cinéma en parlant de mon bouquin. C'était très juste. Il disait, il faut peut-être que Tarkovsky ne soit plus seulement cette icône un peu incontournable de la cinéphilie contemporaine, mais peut-être qu'on aille voir dans la chair même des films comment ça se passe. Mais c'était une façon de dire qu'en effet, le nom de Tarkovsky, au moins, et sa place et son statut, peut-être à la fois de son vivant et aujourd'hui, oui, sont des repères. Il faut Qu'est-ce dire qui a il a Pardon. construit un univers, euh, en particulier avec Stalker, mais avec ses films en général, il a construit un univers qui, que vous l'avez dit, est complexe, touffu, qu'on n'a pas fini ni de ni d'explorer ni d'interpréter. Peut-être Mmh. on a trop essayé de l'interpréter jusque-là et qu'il reste beaucoup de marge pour l'explorer. Je me souviens de la conversation que j'avais eue avec Jacques Aumont autour de ce livre, Solaris, où il disait Mhm. qu'effectivement, il lui aura fallu un Oui, certain temps pour se oui. réapproprier ce film. Est-ce que Andrei Roublev, paradoxalement, dans la filmographie Tarkovsky, est une exception? C'est-à-dire que, il y a certains films de Tarkovsky où l'on sent une certaine continuité dans la forme et j'ai l'impression qu'Andrei Roublev, il y a quelque chose d'exceptionnel qui fait que, c'est unique et ce sera peut-être pas forcément comme ça plus tard, au Oui, niveau de la mais forme surtout, hein. je vous ai remarqué tout à l'heure qu'il a tourné 7 films. Tous sont exceptionnels, non Oui, pas oui, bien seulement sûr, en oui, oui. termes de qualité, mais Mmh. tous sont différents, très différents les uns des autres. Hein. Le patchwork de montage que le miroir, l'espèce de coulée beaucoup plus continue qu'est Stalker, mais dans un monde totalement indéterminé. Cette espèce en effet, d'équilibre dans Andrei Roublev entre un mouvement qui porte la longueur du film et puis ces tableaux qui le constituent. À chaque fois, la forme est très très différente. Hein. Solaris, c'est encore différent. Enfin, donc, je ne crois pas qu'Andrei Roublev soit une exception à Mmh. l'intérieur de l'œuvre de ce point de vue-là. C'est une exception parce que c'est un biopic d'une certaine manière. Hein. C'est un film sur la vie d'un artiste. Et en cela, c'est un film qui a des échos avec d'autres productions qui lui sont plus ou moins contemporaines. Euh, et, mais dans la forme, il n'est pas plus exceptionnel que les autres, disons. Voilà. Qu'est-ce qui l'intéresse Tarkovsky dans la figure, je vais dire même le mot icône, je sais que c'est un peu provocateur, mais je vais le dire comme ça, de Andrei Roublev? Qu'est-ce qui l'intéresse réellement? Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'une part, il y a le statut de l'artiste, la fonction, peut-être plus que le statut, la fonction de l'artiste. Au travers de l'image de Roublev, Roublev c'est le début du XVe siècle, au travers
de ce qu'on sait de Roublev et de ce qu'il développe ou invente à propos de Roublev, au travers des situations dans lesquelles il le met, c'est évidemment une réflexion sur la fonction de l'artiste, quelles que soient les époques, et donc sa fonction à lui, Tarkovsky, qui est en jeu. Mais en même temps, Tarkovsky est quelqu'un de très très religieux, donc le fait que Roublev produisent des œuvres, ce qu'on peut appeler des œuvres sacrées, ou en tout cas convoquent le sacré dans ses œuvres, c'est aussi quelque chose qui le détermine, l'interroge, et l'interroge d'autant plus que c'est aussi une réflexion sur l'art, pas seulement sur le statut de l'artiste, mais sur l'art. C'est-à-dire, est-ce que jusqu'à quel point l'art peut-il laisser une place à l'indéterminé, à l'indécision, ou au message, hein. Donc Tarkovsky est bien placé pour réfléchir à ça, hein, non seulement à la fonction, mais au processus créatif. Et donc, c'est évidemment ça qui l'intéresse chez un artiste qui est historique, donc à propos duquel il peut prendre certaines libertés, mais qui en même temps, comme vous l'avez dit, est iconique, et donc qui est représentatif de d'une façon de faire, d'un patrimoine, et évidemment de la culture russe qui intéresse au plus haut point Tarkovsky. Donc, ce serait moins un film sur un peintre qu'un film sur la manière de faire des images, de fabriquer des images. Sans doute. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un film qui est relativement relativement contemporain d'un film de Parajanov qui s'appelle Sayat Nova, Oui. qui est un biopic sur un poète. Hein. Et Parajanov et Tarkovsky s'aimaient beaucoup, s'estimaient beaucoup, avaient tous les deux des problèmes avec le régime, et tous les deux faisaient un cinéma de création, un cinéma hors norme. Et ce que fait Parajanov avec Sayat Nova, c'est un peu ce que fait Tarkovsky à propos d'Andrei Roublev, c'est-à-dire il profite de ce biopic pour parler de la créativité, un terme, voilà, pour aller vite. Pour aller vite aussi, pourquoi ça c'est quelque chose, je me souviens qu'on me rapportait lorsque je conseillais de voir Roublev. Souvent, on me disait qu'on avait cette impression en regardant Roublev de ne pas toujours savoir où l'on est, ni ce qui se passe exactement. Peut-être à l'image Ah oui, du premier, de la séquence d'ouverture, peut-être, on pourrait en parler, ça aussi. Oui, si vous voulez. C'est la force de Tarkovsky dans tous ses films. C'est à la fois de situer des épisodes ou même le principe du film assez précisément. Donc là, chaque chapitre s'ouvre par des dates très précises, printemps 1400, automne, hiver 1412, etc. Donc c'est à la fois très précis. C'est à la fois situé dans une période historique qui, elle aussi, est identifiable. Hein, c'est le moment où la Russie est sous le joug des Tatars et est en train de se libérer. Donc ça, c'est très important pour Tarkovsky historiquement. Et en même temps, le parcours de Roublev, en effet, n'est pas plus déterminé que ça. C'est-à-dire là, alors, ceux qui connaissent la Russie vont reconnaître telle cathédrale, telle représentation de Moscou, telle autre représentation, etc. Mais ça importe peu dans le déroulement du film. Et c'est ce qui fait le côté formidablement universel du cinéma de Tarkovsky, c'est qu'il est à la fois enraciné dans la culture et dans la géographie russe, et en même temps, il nous permet d'assister à des situations ou à des discussions qui pourraient avoir lieu. Il ne serait pas content qu'on dise ça, qui pourraient avoir lieu n'importe où ailleurs, mais qui font écho dans d'autres lieux et dans d'autres situations. Comment vous avez approché ce film lorsqu'il a fallu le penser comme une étude pour cette collection?
Alors, ça va rejoindre effectivement votre question la précédente à laquelle j'ai pas répondu. Je l'ai abordé par le biais des sensations, hein. C'est-à-dire, je crois que c'est ce qu'aurait aimé Tarkovsky, le fait qu'on se laisse guider par ses sensations. Tarkovsky, c'est à la fois un cinéaste qui est réputé pour être un peu cérébral, avec des grandes discussions entre les personnages, avec, on l'a dit tout à l'heure, un cinéma assez difficile d'accès, disons. Mais en même temps, c'est quelqu'un pour qui la construction des œuvres se fait à partir des sensations, hein. Le montage qu'il pratique, c'est un montage qui pratique la contagion des sensations. Et donc, moi, je suis rentré dans ce film comme ça. Et effectivement, la première séquence, c'est une séquence dans laquelle on voit un homme dont on ne sait pas qui il est, pourquoi il est en train d'être poursuivi par des paysans le long d'une rivière. Il monte à une tour, il s'accroche à un ballon qui est chaud, qui est rempli d'air chaud, qui est fabriqué avec des peaux de bêtes, des morceaux ajustés comme ça, et il s'envole. Et nous avons en caméra subjective une sensation de flottement, une sensation de liberté, de suspension extraordinaire au début du film. Et je dévoile rien ou pas grand-chose. Au Oh, bout vous pouvez, hein, vous au pouvez. bout d'une trentaine de secondes, le ballon se dégonfle, il s'écrase sur le sol. Et donc, en fait, Tarkovsky ne situe absolument pas cet épisode, historiquement, culturellement, métaphoriquement, etc. Mais il nous fait ressentir deux choses complètement différentes: la chute brutale, la mort, l'extinction de cette très brève aventure, mais en même temps la sensation extraordinaire de libération et oui, de suspension qu'on a ressenti juste avant. Et en fait, c'est une ouverture formidable pour le film. C'est une façon de d'habituer le spectateur, on pourrait dire, à des changements de sensations très fortes et à ce collage, hein, de sensations. Donc, et puis il n'y a rien à interpréter, parce qu'on ne sait pas qui est ce personnage. Et au début, Tarkovsky avait l'idée de lui mettre des ailes, et puis, enfin, d'en faire un inventeur, hein, d'un inventeur avec un système. Et puis il s'est dit, mais non, parce qu'on va le rapporter de tel inventeur qui a effectivement existé, on va le rapprocher de tel inventeur qui a effectivement existé au XVIIe siècle ou au XVIIIe, etc. Donc il voulait gommer toute référence et toute interprétation potentielle, pour ne laisser, je crois, que la sensation. Voilà. Et puis ensuite, j'ai déroulé dans tout le film, hein, mon bouquin suit le film chapitre par chapitre, avec régulièrement des reprises plus synthétiques sur le montage, sur la lumière, sur la dramaturgie, etc. Mais mon fil directeur, ça a été cette suite chaotique de sensations. Comment Tarkovsky écrit ce scénario? Parce que j'ai l'impression que dans ce film, les silences de Roublev, vous pouvez me contredire bien évidemment si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que ces silences sont beaucoup plus importants que ces paroles. Et comment donc, dans le film, Tarkovsky écrit ce scénario? Alors, il écrit ce scénario avec Andreï Konchalovsky, qui est Ouais. son contemporain et avec lequel il avait déjà écrit un film. Konchalovsky, qui beaucoup plus tard fera un film qui s'appelle Michel-Ange, hein, qui est sorti il y a quelques années à peine, et qui est fait sur le modèle de Andrei Roublev et qui est à l'opposé en termes de forme, en définitive. Donc, il travaille ce scénario avec lui. Alors, vous avez raison,
pendant la moitié du film, Andrei Roublev ne dit rien parce il a fait le vœu de silence. Et puis, quand il dit quelque chose plus tôt, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est absolument essentiel. Hein. Roublev, c'est une figure christique. Je crois qu'il n'y a pas à tergiverser là-dessus. C'est une figure christique dans le film, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui suit à la fois, qui veut suivre le modèle du Christ, et qui le dit. Et c'est là où sa parole est importante. Et puis par la suite, c'est un témoin. Et en fait, ce sont les situations auxquelles il assiste qui petit à petit conditionnent sa vie et son œuvre, on va dire. Voilà. Le film évite toujours. Il est témoin. Il est témoin, mais le film évite toujours de dire qui a raison, qui a tort d'un point de vue moral ou spirituel. Tout à fait, c'est comme les sensations dont je parlais tout à l'heure. Hein. Ouais. On laisse le spectateur face à des situations et dans des interrogations avec lesquelles il faut qu'il se débrouille. Hein. Tarkovsky prend très souvent comme exemple de création artistique formidable un tableau de Léonard de Vinci qui est un portrait d'une jeune femme. Et il dit, on ne sait pas, elle est dure, elle est sévère, mais en même temps, elle a une grâce extraordinaire. On ne sait pas si elle est douce, si elle est méchante, si elle est habitée par le diable ou si au contraire. Et il dit, c'est ça l'art. Hein, Léonard de Vinci laisse toutes les possibilités sur ce portrait, sur ce visage. Et ben, il fait la même chose dans Andrei Roublev et dans toute son œuvre, hein, c'est-à-dire laisser au spectateur le soin, non pas de choisir, mais d'assister à tel événement, à tel autre, d'osciller peut-être dans son acceptation et de faire la moitié du travail en définitive. Donc en effet, jamais Tarkovsky ne souligne et ne dramatise dans un sens qui aiderait le spectateur à comprendre ou à interpréter. Mais pour nous laisser comme ça une telle liberté au niveau du montage, et je crois, et puis c'est ce que je lis aussi dans le livre, c'est que on a cette sensation que le montage du film influence notre c'est-à-dire spectatrice, spectateur, notre manière de penser le temps. De penser le temps plutôt que de suivre une histoire classique. Et c'est ça, en fait, qui fait que on peut se permettre, enfin, qu'il y a ces respirations qui nous permettent de prendre, enfin, de nous réapproprier et peut-être même de se perdre, d'être à côté, mais c'est pas d'être à la marge, quoi. Oui. Alors, il a souvent utilisé cette expression hein, de dire le montage. Le montage, c'est une façon de sculpter le temps. Hein, c'est une façon de travailler sur le temps. Et pardon pour la caméra, et c'est sûrement pas, dit-il, un jeu de devinette, en faisant référence à Eisenstein et à ses prédécesseurs dans l'école soviétique. Il faut le prendre au pied de la lettre et en même temps pas tout à fait. Hein. C'est-à-dire que quand il dit que le montage c'est une façon de travailler le temps, je crois que c'est aussi pour lui une façon de rester dans la réalité des choses, dans la chair du monde. Et quand il dit en fait le montage c'est une façon de travailler sur la pression du temps, c'est une façon de dire qu'il ne faut pas que l'image soit une idée, hein, que l'image ne renvoie pas à des idées, à des notions, à des concepts, donc justement à des interprétations, mais qu'elle soit d'abord une présence physique, hein, l'image elle-même, on pourrait dire la matière de l'image. Il y a une scène à la fin, enfin, vers la fin du film, dans laquelle Roublev ne sait pas comment peindre les murs de la cathédrale dans laquelle il doit représenter le jugement dernier. Alors justement parce qu'il ne veut pas juger lui-même, il ne veut pas représenter ceux qui seront jugés
lors du jugement dernier. Hein, vous savez, dans les jugements derniers, dans les cathédrales, il y a les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Les mauvais sont représentés sous forme de cadavres ou qui souffrent dans les flammes, etc. Et Roublev ne veut pas faire ça. Hein, ça rejoint ce qu'on disait sur ce jugement et cette dramaturgie. Et donc, il hésite pendant des semaines, des mois, tout le monde s'inquiète autour de lui. Et à un moment donné, de colère, d'impuissance, il jette de la peinture noire, du goudron sur le mur blanc. Et il y a une jeune femme, une jeune innocente du village qui arrive à ce moment-là, qui fait le tour de la cathédrale et qui commence à regarder ce mur, à tâter, à caresser la peinture, et elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et c'est un des moments où la peinture, si on peut dire, où le geste de Roublev crée une émotion à l'intérieur du film. Et ce geste, c'est le geste d'une matière sur une autre. C'est un geste de peinture presque à la Pollock, de peinture abstraite, et ça n'est absolument pas ni une figuration ni une image. Hein. Je crois que Tarkovsky se méfiait énormément des significations qu'on pouvait tirer des images, c'est-à-dire des représentations. Est-ce que ce geste-là peut être perçu comme plutôt une trace qu'un aboutissement, et donc qui serait en gros l'idée même du rapport qu'entretient Roublev avec son art? Oui, ça sûrement. Alors, c'est évidemment un peu anachronique, totalement anachronique de le voir aujourd'hui en disant c'est un geste à la Pollock, c'est-à-dire effectivement c'est dans le présent de l'effectuation qu'on va estimer cette œuvre, mais il y a quand même quelque chose de ça chez Tarkovsky, dans cette idée que l'œuvre d'art est une présence au monde, en fait. Hein, voilà, hein, c'est peut-être justement plus religieux chez Tarkovsky que chez Pollock, mais il y a cette idée, hein, en effet. Alors, j'aimerais, avec votre autorisation, lire un extrait de votre livre. C'est page 71. C'est l'intitulé Le feu des épreuves, l'an 1408. Et c'est tout au début. Et vous écrivez: 2 chapitres séparés seulement par une longue médiation sur la peinture du jugement dernier et par 2 courtes saisons sont consacrés aux actions de Roublev. Dans tous les autres, on le voit marcher, discuter, observer, n'être après tout que témoin et tenter de réfléchir à sa condition d'homme et d'artiste. Dans La Fête, printemps de l'an 1408, et dans L'Invasion, automne de l'an 1408, il est acteur de sa propre vie, soumis aux désirs et aux pulsions violentes qui l'amènent à tuer un homme. Ce sont 2 chapitres au temps différents, l'un presque fantastique, l'autre épique, qui accumulent les signes et les symboles, les effets de mise en scène aussi, les motifs formels répétés. Tarkovsky s'y révèle différent, plus expressionniste sans doute, au sens général du terme, moins limpide aussi. Il s'agit de revenir au chaos, laisser s'accumuler les heurts et les contradictions, voir se renverser les idées reçues, mettre à bas les certitudes avant de laisser faire le silence, la pénitence et la rédemption. 2 plans se répondent au début du premier de ces chapitres et à la fin du second, dans une atmosphère inquiétante. Un grouillement d'individus indistincts, les uns et les autres soumis au mal, à la mort, l'invasion, au rituel païen, la fête. Descendent des oiseaux blancs qui zèbrent la surface de l'écran. Un couple de cygnes, les antiques oiseaux de la sagesse, trouve-t-on dans le scénario, motif à plusieurs reprises utilisé par le cinéaste, associant la pureté du vol et de la blancheur. Ils viennent ainsi, ni allégoriques, ni réalistes, faire contraste avec la noirceur du contexte. Pourquoi je lis cet extrait-là? Parce qu'on vous avait un peu évoqué avec le geste de Roublev. Est-ce que dans le film même, au niveau du montage, pour le coup, et un peu du scénario, est-ce que on assiste pendant plus de 3 heures aussi à un espèce de processus de création tarkovskien, oui, enfin création plutôt tarkovskienne, qui doute. Donc on assiste à 3 heures de doute de la part de Tarkovsky, qui ne va pas forcément vers une unité, mais vers autre chose.
à l'image du geste de Roublev, à l'image de l'ouverture, à l'image de ce que nous, on peut ressentir, de vous parler de contagion, je l'ai noté, la contagion de sensation. Est-ce qu'on assiste, est-ce que c'est comme disait, voilà, on assiste à une espèce de documentaire sur le processus de création de Roublev, qui peut-être sera moins évident dans les autres films, pour le coup. Et de dire que Roublev est le plus expérimental, paradoxalement, de tous ces films. Alors, on assiste à un processus de création, ça c'est sûr. On pourrait dire à la maturation qui précède la création elle-même. Donc, effectivement. Et les deux chapitres du film qui correspondent au passage que vous venez de lire, ce sont des passages dans lesquels, effectivement, il n'est pas question justement de création, il n'est pas question de Roublev peintre, il n'est pas question de Roublev dissertant sur le christianisme, Oui. la rédemption, etc. Mais c'est Roublev plongé dans le cœur du monde. Plongé, alors d'une part dans les tentations de la chair lors d'une fête païenne au bord d'un fleuve, ou bien plongé dans l'horreur de la guerre avec ses massacres, etc. Et ce qui donne lieu à des séquences absolument splendides de la part de Tarkovsky, hein, les massacres, les chevaux qui traversent les maisons, enfin, il y a des choses absolument extraordinaires, parfois tellement cruelles que même la censure soviétique a demandé à couper des images ou des scènes de cruauté. Donc là, on est au cœur du monde, au cœur de l'action. Hein. On peut dire que ce sont les deux chapitres qui sont les chapitres du film qui ressemblent le plus à un cinéma d'action. Et en fait, c'est ce qui va nourrir la réflexion future de Roublev. Hein. Et c'est en même temps ce qui va nourrir notre perception de l'œuvre future de Roublev. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons passés par ces scènes d'action, il faut que lui soit passé par ces scènes de chaos pour arriver à ce qu'il produira par la suite. Et qui, au contraire, aux yeux de Tarkovsky, est de l'ordre de l'harmonie, de la douceur, de la tendresse, etc. Et qui résonne par rapport au chaos du monde qu'il a vécu, qu'il a traversé à un moment donné. Et sans doute, il y a quelque chose, évidemment, de la situation personnelle de Tarkovsky. Comment ce film nous apprend à regarder autrement, au-delà de l'histoire qu'il raconte? Par exemple, oui, par Oui. exemple, la couleur, l'utilisation de la couleur. Ah oui, alors, il nous apprend. Est-ce que Alors, ouais. oui, oui, non, mais votre expression est bonne parce qu'effectivement, je pense que moi-même, j'ai appris à regarder autrement Mmh. en travaillant sur Andreï Roublev. Je crois que ça rejoint ce qu'on disait au tout début. Il nous apprend à faire confiance à nos sensations, c'est-à-dire à ne pas regarder dans l'image ou dans le film l'histoire, le thème, le sujet, mais il nous apprend à nous laisser aller à nos sensations, la couleur, les formes, les détails, euh, et à leur faire confiance, hein, c'est-à-dire à se laisser guider par elles. Il y a à un moment donné un passage formidable du scénario dans lequel les scénaristes se mettent à la place de Roublev et décrivent ce qu'ils voient sur le vêtement d'un paysan. Et ils décrivent de très très près la texture, les angles que forme le coude du manteau, etc., etc. Or, ça, c'est la description exacte de la fameuse icône de Roublev, la Trinité. Et en fait, ils sont en train de décrire cette icône, non pas dans sa totalité et dans son sujet, c'est celle qu'on connaît tous, hein, on a tous vu cette icône à un moment ou à un autre, mais ils sont en train de décrire le détail d'un vêtement qui frappe quand on le voit, et qui est en fait une façon de rentrer dans l'image
dans l'icône aussi bien que dans l'image cinématographique, justement par le biais de cette sensation immédiate, hein, sans avoir à plaquer immédiatement une compréhension du récit, une compréhension de la thématique, une interprétation, etc. Donc Ah, mais oui, il nous apprend à regarder les images autrement, y compris les images de Léonard de Vinci, y compris les images de la peinture du XXe siècle, etc. il y a, par exemple, on parlait de l'ouverture qui est assez connue, mais on a l'impression que certaines scènes dans le film semblent commencer et se terminer comme si quelque chose avait été volontairement coupé. Oui, on rentre, effectivement, entre les chapitres, donc qui représentent des moments différents de la vie de Roublev, il n'y a pas forcément de continuité et il n'y a quasiment jamais d'articulation narrative, hein. Donc, et ça, Tarkovsky l'a conçu dès le départ comme ça. Donc, ça n'est pas un effet de montage ou une trouvaille au moment de la post-production, ou même ça aurait pu être le cas, les effets d'une censure, il avait vraiment conçu comme une suite de, alors je vais dire tableau, c'est pas forcément le terme approprié, mais comme une suite de moments à mettre les uns à côté des autres, hein. Là encore, l'idée, je crois, c'est que la linéarité, ce qu'on appellerait aujourd'hui le narratif, hein, c'est Mmh. quelque chose qu'on plaque après coup. C'est quelque chose qu'on ajoute par rapport à ce qui est vécu moment par moment, expérience par expérience, hein. C'est un film d'apprentissage, Andrei Roublev. C'est tout ce que vit ce peintre avant d'être peintre, en définitive, hein, ou ce grand peintre avant d'être grand peintre. Et effectivement, ce sont des successions de moments qui sont montrés comme tels. Comment le film est reçu à l'époque, à ce moment-là, en URSS? Et puis surtout, comment il va être reconnu finalement à l'international? Alors lentement, très lentement, hein, à l'époque, donc il met d'où le sous-titre, hein, du titre du bouquin, hein, 1964-1971, c'est la c'est la c'est le temps, que Tarkovsky met entre les débuts du projet et le moment où le film sort. En fait, le film est prêt en 1969. La censure, soviétique, l'empêche de sortir, demande des coupes. Tarkovsky va enlever 20 minutes de son film. Alors par la suite, il va dire, mais le deuxième montage, c'est le bon, c'est celui qu'il fallait, etc. Donc il défend le deuxième montage. Mais enfin, donc on a deux films aujourd'hui, hein, celui qui dure je sais plus, 205 minutes et puis un autre qui dure 185. Voilà, et donc ça n'est que la deuxième version qui sort en URSS en 1971. Euh, à l'époque, les films de Tarkovsky sont très peu montrés dans le monde entier, hein. Ils sont montrés dans quelques festivals. J'avoue que je ne me souviens plus où et quand on a pu le voir, mais c'est au début des années 70 que les premières œuvres de Tarkovsky, ce qui est le cas de Andrei Roublev, sortiront un petit peu partout sur des écrans dans une distribution commerciale, hein. Euh, vous savez que la censure, on en avait parlé à propos de Kieslowski, on en parlerait avec Ouais. d'autres, à propos d'autres cinéastes. La censure dans l'Europe de l'Est à l'époque, ça n'est pas seulement une interdiction de tourner ou une interdiction de sortir, c'est très souvent tout simplement le fait qu'on ne sort le film que dans quelques cinémas, on n'annonce pas la programmation, et donc les films existent mais ne sont pas vus, tout simplement, hein, ce qui est le cas des premiers films de Tarkovsky, avant que l'audience internationale n'empêche un tel étouffement. Alors, je rappelle, hein, Tarkovsky, Andrei Roublev, 1964-1971. C'est édité chez 202 éditions. Vous en parlez, mais de manière assez, enfin, vous l'évoquez, mais peut-être terminer là-dessus. Euh, le- la proximité entre Roublev et Tarkovsky, enfin, est-ce que Tarkovsky, c'est Roublev ou c'est beaucoup plus complexe que ça?
Ça serait facile de dire c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est pas que Roublev soit Tarkovsky, c'est qu'il y a dans le film Andrei Roublev plusieurs figures d'artistes dans lesquelles on peut reconnaître des interrogations de Tarkovsky. C'est-à-dire qu'on a un artiste on a un des moines qui accompagne Roublev, puisqu'il est moine, qui est extrêmement vaniteux et ne pense qu'à la reconnaissance de ses pairs. Tarkovsky, alors là, condamne très nettement une attitude de ce genre. Et puis, il y en a un autre qui est en compromission constante avec le régime. Évidemment, c'est aussi une attitude que Tarkovsky condamne. Donc, en fait, c'est plutôt une palette de statuts ou de fonctions d'artistes par rapport auxquelles Tarkovsky veut se situer. Hein. Parce que Andrei Roublev n'a pas les problèmes, n'a pas exactement les mêmes problèmes que Tarkovsky. Hein. Ce qui intéresse Tarkovsky chez Roublev, c'est son rapport au sacré, c'est son rapport, c'est le rapport à Dieu. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une figure christique. Et je crois que dans Andrei Roublev, Tarkovsky déplie à l'infini la question du modèle. Hein. Le Christ est un modèle, Roublev l'imite, cherche à l'imiter. Les assistants de Roublev sont aussi des figures qui peuvent lui ressembler. Et sans doute Tarkovsky, à l'époque, ce sera moins vrai par la suite, mais sans doute Tarkovsky, à l'époque, est sur ce chemin, hein, sur ce chemin de l'imitation d'un parcours christique. Hein, alors pas seulement, pas par le biais du sacrifice, souvent c'est ce qu'on entend par christique, mais par le biais de l'éthique, de la morale, de l'attention aux autres, de la reconnaissance du petit, etc., etc. Je crois que en ce sens, Tarkovsky est sur le chemin de Roublev qu'il met sur le chemin d'une passion christique. Andrei Roublev, 1964-1971, édité chez 202 Éditions. C'est pensé et écrit par Vincent Amiel. Toutes les informations pour vous procurer le livre sont dans le descriptif de cette émission. Merci beaucoup, Vincent. C'était un plaisir et je sais qu'on va se retrouver bientôt pour parler, là, pour le coup, d'un autre Tarkovsky, mais vous serez deux à en parler. Il y aura Jacques Aumont et on parlera de Stalker. Si je peux me permettre, je ne sais pas si on a le temps, mais il faut insister sur la mise en page extraordinaire de cette collection, alors de ce livre en particulier, mais de cette collection. Elle est due à Paul Palacios d'Alins, qui fait des rapprochements, qui crée des échos entre les illustrations et dans le travail du texte. Voilà, ce ne sont justement pas des illustrations, mais c'est un travail formidable. Vous avez raison de le dire. Vu que j'en avais déjà parlé, je pense, avec Maurice il y a longtemps, ça m'est pas revenu à l'esprit, mais il faut toujours le préciser, c'est important, effectivement, ça n'est pas un travail d'illustration, mais c'est de création, comme vous le dites très bien. Voilà, c'est une caractéristique de cette collection. On pourrait dire que c'est la caractéristique de cette collection. Bon. Merci. C'est moi qui vous remercie. À très vite. Merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.